Fermez les yeux un instant. Imaginez-vous des cris d'enfants dans une cour d'école, une voiture embourbée dans une piste rouge, un retraité ivre qui parle à ses souvenirs, un bus bombé qui devient théâtre de la débrouille. Ouvrez les yeux, vous êtes dans Longue vie pour rien de Octave Mwanza. Dans ce livre, des récits, des trajectoires de vie, des urgences narratives nous sont livrées avec une rare intensité. Des écoles livrées à eux-mêmes, d'un tribunal du pont Loudoumi aux retraités déchus de la cuvée du roi Mazala, en passant par le jeune diplômé piégé dans les sables mouvants de l'administration publique. Dans le paradis de la 713 blanche, l'auteur nous confronte à des existences cabossées, égarées dans un monde où les repères s'effritent. Sous cette couche de gravité, Octave Mwanza allume quelques lucarnes de Mbaya, par lesquelles flirtent lucidité, humour, ironie et tendresse. Il interroge avec acuité. Qu'est-ce qu'une vie réussie? Pourquoi certains sombrent alors qu'ils ont tant donné? Le chaos social est-il une fatalité ou un échec collectif? Longue vie pour rien n'est pas un simple recueil de nouvelles, c'est une radiographie de nos contradictions, un miroir tendu à une société qui tourne parfois à vide. Les amis, bienvenue dans Portrait Livresque, l'art de capturer l'essence d'une œuvre et transcender avec les mots. Dans ce numéro, vous avez compris, je reçois aujourd'hui Octave Mwanza, auteur congolais. Nous parlons de son livre Longue vie pour rien. Clap sur l'auteur. Bonjour Octave, comment allez-vous et comment se porte la littérature congolaise aujourd'hui? Bonjour Madame Orchidée Moulengi, bonjour à tous les passionnés des arts et des lettres. Je suis Monsieur Octave Mwanza, poète et nouvelliste congolais, notamment de la République du Congo. Je viens à travers cette émission pour échanger avec vous sur mon recueil de nouvelles Longue vie pour rien, qui venait d'être publié aux éditions Muse en Roumanie. La littérature congolaise a déjà atteint ses 72 ans d'existence. Elle se porte bien. Chaque année, les écrivains congolais produisent des ouvrages qui touchent tous les genres littéraires. J'ai cité la poésie, le roman, la nouvelle, l'essai et le conte. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation de la littérature congolaise. Alors, pour mieux vous connaître, Octave, quels auteurs africains ou étrangers ont le plus marqué votre parcours d'écrivain? Bon, ceux qui me connaissent savent que j'ai même un surnom là, on m'appelle du blé. J'ai été beaucoup plus influencé par le poète français Joachim Dublé, parce que je viens d'un village natal où il n'y a pas une bibliothèque. Néanmoins, quand je suis arrivé au lycée, le tout premier auteur, le tout premier écrivain que j'ai lu dans une bibliothèque, c'était le poète français Joachim Dublé, et qui a beaucoup influencé je vais dire ma considération sur les lettres, sur ma passion même, je vais dire, qui a beaucoup influencé ma passion sur les lettres, les arts et les lettres. Alors, je vais préciser une chose, c'est que lorsque j'étais en train d'écrire ce recueil de nouvelles Longue vie pour rien, j'ai porté un regard particulier sur la philosophie de Nietzsche. La philosophie de Nietzsche, dont Ainsi parlait Zarathustra, il nous parle du surhomme, et puis quelque part, il nous parle de la mort de Dieu. Moi, cette mort de Dieu m'a beaucoup convaincu, mais ce n'est pas pour proclamer plutôt, pour soutenir plutôt l'athéisme, mais c'est beaucoup plus pour interpeller les hommes
sur les comportements déviants qu'il continue de manifester dans la société. Vous voyez que actuellement vous avez l'impression que dans les sociétés où il y a plus d'églises, c'est là où il y a plus de problèmes. Alors que là où il y a Dieu, on aimerait vivre dans l'amour du prochain, vivre dans la tolérance, dans le pardon, peut-être même dans la modestie et dans l'égalité des chances. Malheureusement, aujourd'hui, vous avez l'impression que ceux qui vont toujours à l'église sont ceux-là qui posent plus les actes mauvais que ceux-là qui ne vont même pas à l'église. J'ai aussi été convaincu chez Nietzsche, bien entendu, de la notion du surhomme. Parce que voyez-vous, tout à l'heure j'étais en train de parler de Bialos dans les attributs du dernier riche. Le surhomme chez Nietzsche, c'est quelqu'un qui doit dépasser son ego. C'est quelqu'un qui doit aller au-delà des apparences, au-delà des impressions. Donc quelqu'un qui doit chercher à se forger pour, en quelque sorte, constituer sa personnalité, avoir une personnalité ayant une garantie d'une sécurité sociale pertinente. Donc avec Nietzsche, le surhomme, c'est un être de valeur, c'est un être qui doit à tout prix être responsable, parce que lui-même quelque part, il vous parle même de la volonté de puissance. Bien, j'ai aussi été influencé par la philosophie de Jean-Paul Sartre, dont l'existentialisme est un humanisme, quand il disait que l'existence précède l'essence, l'essentiel c'est la nécessité. Vous voyez qu'aujourd'hui, certains de nos compatriotes ou de nos jeunes ou de nos amis, parfois ils se tirent des ennuis parce que bon, même quand il ne faut pas faire ceci, on se sent obligé de faire parce qu'on veut prouver à tout le monde ce dont on est capable. Mais en fait, lorsqu'on aura compris que l'existence précède l'essence, l'essentiel c'est la nécessité, on ferait simple. Et peut-être, comme qui dirait, on ferait beaucoup avec peu. On se contenterait du peu qu'on peut avoir pour vivre une vie sereine, sans ennui, et pour se mettre à l'abri de certaines défaillances, de certains échecs. J'ai également été convaincu de la philosophie d'Albert Camus dans son roman intitulé L'étranger. Là aussi, parce que vous voyez, quand j'étais au lycée, je faisais mieux la philosophie que la littérature. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en poésie comme en prose, j'ai quand même une dose de maturité qui essaie de satisfaire ceux-là qui m'observent, ceux-là qui me lisent sur la toile, tout comme à travers le livre en présentiel. Et donc, dans L'étranger d'Albert Camus, ce qui m'a beaucoup impacté, c'est la question de l'indifférence. La question de l'indifférence. Et bien entendu, lorsque vous lisez la nouvelle intitulée La paix refusée, que je venais de décortiquer dans l'une des questions précédentes, dans La paix refusée, vous avez là un jeune homme au nom de Berardo, mais qui est indifférent à l'égard de ses cousins et de ses cousines. Alors que l'indifférence n'est pas une vertu dans la société mayaguinoise. Et face aux défis actuels, quelle responsabilité pensez-vous que l'écrivain porte dans une société en crise? Bien, vous voyez que depuis des années, il y a plusieurs définitions qu'on a déjà attribuées à la vocation d'écrivain. Mais je dirais modestement que d'après moi, l'écrivain doit véhiculer des valeurs positives et proposer des initiatives salutaires au profit de la société, de son continent et de l'humanité, sans toujours avoir l'intention de penser que c'est en faisant la caricature des hommes politiques que son talent sera célébré ou que son talent deviendra immortel. On peut écrire un livre sans pourtant déranger l'homme politique, mais le livre
est bon. Voyez là, quand vous lisez Longue Vie pour rien, je ne sais pas ce que le lecteur dira après avoir lu, mais dans ce livre, il n'y a rien de politique. Donc, on peut faire sa carrière d'écrivain sans pourtant se mettre à toujours faire la caricature. Pour vous avoir lu donc Les Messes des Ombres par exemple, je constate que votre style est très vivant et souvent teinté d'humour. Pouvez-vous nous expliquer comment vous travaillez cette richesse linguistique? Bon, la magie de style, c'est variable d'un écrivain à un autre. Chez moi, je me fais esclave de la lecture. Je me fais esclave de la lecture. Je me fais esclave de la rumba congolaise. Et puis, je veux dire que c'est un travail de longue haleine. Il faut lire et essayer de mettre ce qu'on a lu en harmonie avec ce qu'on peut avoir comme inspiration dans la poésie, tout comme dans la prose. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais il faut faire aussi des recherches parce que comme disait Montaigne, moi j'ai toujours aimé parler de Montaigne, que sais-je, et donc il faut toujours éviter d'écrire pour tomber dans le déjà dit. C'est vrai que toute connaissance est une co-connaissance, mais comme disait Paul Claudel, merci, mais il est toujours préférable de faire de telle sorte que lorsqu'on écrit un livre, que ce livre-là apporte un plus, non pas seulement au lecteur, mais aussi à vous-même. Donc, en travaillant mon style, je dois beaucoup lire, je lis beaucoup. Et puis, voilà, j'essaie de fouiller dans ma mémoire quand j'ai été collégien, quand j'ai été lycéen, étudiant, qu'est-ce qu'il y avait dans ceci ou dans cela. J'essaie un peu de m'imprégner de l'actualité de mon pays, de mon continent, de l'humanité, et tout simplement, et puis je me mets comme ça à mener un certain nombre d'investigations jusqu'au point où j'arrive à produire quelque chose de pertinent. Donc, c'est la lecture, la musique et la recherche. Merci. Les amis, je suis avec Octave Mwanza. Nous nous plaçons à la deuxième partie pour parler de son livre « Longue vie pour rien », publié aux éditions Muse en 2025. Ne bougez pas, c'est juste après le générique. Octave Mwanza, Longue vie pour rien. En parcourant vos nouvelles, on note une thématique forte autour de la désillusion. Pensez-vous qu'il s'agit d'un ressenti personnel ou d'une observation sociétale? Oui, la désillusion s'apparente bien entendu au désenchantement dont je parlais tout à l'heure. Mais il s'agit en quelque sorte d'une vitrine de société. En fait, dans Longue vie pour rien, les narrateurs nous parlent beaucoup plus d'une société imaginaire qu'on appelle Mbaya. Mbaya, c'est un pays imaginaire qui est dirigé par un prophète qu'on appelle Moutot Bilongo. Mais il faut avouer que j'ai puisé un certain nombre de récits dans la mémoire d'enfance, et puis en tenant compte des réalités socio-culturelles, socio-politiques, socio-économiques qui sont à la une même de la société dont je fais partie, notamment la société congolaise. Donc il s'agit à la fois, je vais dire, d'un reflet personnel, d'un reflet sociétal, ou encore pour faire simple, d'un reflet continental. Je parle de l'Afrique, je parle aussi de l'humanité tout entière. Merci. D'accord. Je constate que vos personnages vivent souvent dans des situations absurdes ou injustes. Quelle importance accordez-vous à l'ironie dans votre écriture? Oui, merci beaucoup pour cette question. Dans Longue vie pour rien, nous avons affaire à des personnages très mal intentionnés. Très mal intentionnés. C'est des personnages
qui se distingue par la culpabilité des actes qu'il pose au bout du jour, mais surtout, nous avons des narrateurs qui se comportent comme des nzonzi, c'est-à-dire des juristes qui tranchent bonnement en précisant celui qui a fait ceci ou cela. Mais la place qu'occupe l'ironie dans mon style d'écriture, je veux dire que l'ironie a deux vocations. La première vocation, c'est que à travers l'ironie, je plonge un peu le lecteur dans ce que Roland Barthes appelait le plaisir du texte, mais surtout je lui donne aussi l'occasion de digérer à un moment donné ce qu'il est en train de lire, et parce que vous voyez bien que l'œuvre a 80 pages, alors moi je pense personnellement qu'on ne devrait pas lire plus de 80 pages avec un tempérament en quelque sorte tendu, mais il faut plutôt à un moment donné s'arrêter pour sourire, s'arrêter en quelque sorte pour essayer de digérer ce qu'on venait de lire, que ce soit des faits blessants ou des faits qui nous plongent simplement dans la réflexion, mais que le rire nous permet de digérer en quelque sorte ce qu'on venait de découvrir. Et la deuxième vocation, c'est qu'à travers le rire, on donne au lecteur la possibilité de mieux réfléchir, Parce que vous voyez bien que l'humour qui est là, il ne s'agit pas de l'humour au sens simple du terme, mais c'est de l'humour qui suscite de la réflexion, qui suscite de l'introspection, à telle enseigne que, en riant, cela nous permettrait de mieux mûrir la réflexion en tenant compte bien entendu de ce qui a été dit dans tel ou tel récit. Voilà un peu les deux vocations qui sont rattachées à l'humour, qui sont dans Langue vue pour rien. Mais encore faut-il que je profite de saluer Monsieur Dominique Nyosobontou, qui nous a pris à l'époque en théâtre, qui nous a donné le goût même du texte, sinon du dialogue théâtral, et qui nous a en quelque sorte fortifié. Et à telle enseigne qu'aujourd'hui, quand j'écris un récit, j'ai toujours tendance à avoir recours, sinon à recourir au théâtre ou encore à l'humour, et je crois que ça fait aussi partie des éléments qui renforcent un peu la particularité de mon style d'écriture. À travers ces récits, vous dépeignez une société en crise. Diriez-vous que c'est une réalité spécifiquement congolaise, ou plutôt un tableau universel qui parle de tout le monde, de telle sorte qu'un Camerounais, un Gabonais, un Togolais, un Béninois pourrait s'y retrouver en fonction des réalités évoquées dans le texte? Je disais tout à l'heure qu'il s'agit d'une vitrine de société, d'une société imaginaire qu'on appelle Mbaya. L'œuvre essaie en quelque sorte de nous dire ce qui se passe en Mbaya concernant la violence dans le milieu scolaire, concernant la résilience agricole, concernant le planning familial, concernant la problématique de la sécurité sociale, concernant la cohésion sociale aussi, mais bien entendu qu'il s'agit en partie des récits imaginaires qui nous plongent dans un univers idéal, et tout comme ça nous parle de la République du Congo. Quand je parle par exemple des iniquités du transport en commun dans la nouvelle intitulée Plateau Mungali Combattant,
vous allez vous rendre compte qu'effectivement, là je parle de mon pays, mais ce n'est pas peut-être pour inciter les gens à la séparation. Il s'agit bien entendu de véhiculer un certain nombre de valeurs qui vont renforcer la cohésion sociale à telle enseigne que je tiens compte du patriotisme, je tiens compte de la concorde nationale. Donc je dirais qu'il s'agit à la fois d'un reflet humanitaire, d'un reflet sociétal de Mbaya, de la République du Congo ou encore continental de l'Afrique. Merci beaucoup pour cet éclairage, merci beaucoup pour votre avis. Alors, comment avez-vous choisi ou encore sélectionné les nouvelles qui composent ce recueil? Existe-t-il un fil conducteur que le lecteur pourrait saisir? Bon, initialement, le recueil de nouvelles avait 11 nouvelles, mais quand j'ai soumis le manuscrit au préfacier, c'est monsieur l'abbé Aubin Banzouzi, que je salue en passant. Lui, il m'a suggéré qu'il fallait réduire le nombre de nouvelles parce que ça faisait une affaire de 315 pages. Et donc, en tenant compte bien entendu de la différence même qui existe entre le roman et la nouvelle, j'avais accepté sa proposition. Et après, j'ai planché pour regarder les nouvelles qui allaient être en harmonie avec le titre. Parce que vous voyez bien, quand je parle de Longue vie pour rien, il faudrait bien que tous les 7 nouvelles qui sont dans cet ouvrage soient en harmonie avec le titre pour essayer un peu de faire la beauté de l'art. Et donc, la proposition m'a été faite par le préfacier, mais le fil conducteur en tant que tel, il faut dire que le fil conducteur existe dans la mesure où toutes les 7 nouvelles qui sont ici sont en harmonie avec le titre. Mais il faut aussi préciser que chaque nouvelle a un degré holistique. C'est-à-dire que chaque nouvelle constitue un tout dont la compréhension n'implique nullement la lecture d'une autre. C'est-à-dire que lorsque je suis en train de lire par exemple Tribunal du Pont-Doumi, pour comprendre Tribunal du Pont-Doumi, je ne suis pas obligé de lire soit Plateau Mungali combattant ou la cuvée du roi Mazala ou encore La paix refusée, sinon Lucarne de Mbaya. Donc chaque nouvelle constitue un tout dont la compréhension n'implique nullement la lecture d'une autre. Voilà un peu ce que je pouvais apporter comme éclaircissement à propos de cette question. Les livresques, je suis avec Octave Mwanza et nous discutons de son livre Longue vie pour rien. N'hésitez pas à contacter le numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran. Octave Mwanza, votre récit fait aussi appel aux valeurs bantou à travers les dictons, les réactions des parents. Pourtant, ces valeurs traditionnelles paraissent fragiles face à la violence moderne qui touche la jeunesse. Peut-on encore compter, je dis bien peut-on encore compter sur la tradition pour structurer et guider les jeunes d'aujourd'hui, Octave? Il y a oui et non, parce que nous sommes dans un monde où tout le monde est tenté de laisser la tradition pour s'accrocher à la modernité. Mais je vais d'abord dire une chose, que véhiculer et défendre les valeurs bantou, c'est même ça qui compose la pertinence de Longue vie pour rien. Parce que même si le modernisme continue de supplanter la tradition, il faut comprendre une chose, que la civilisation traditionnelle, que les valeurs traditionnelles ont encore une place primordiale même dans la vie, on va dire la vie des jeunes, des adultes, des parents et de tout le monde. Alors, Mbaya Villois que je suis, je vais faire constater que les jeunes d'aujourd'hui, malheureusement, ont plus tendance à bafouer les valeurs bantou
au détriment de leur bonne éducation. Et donc, vous voyez que, je vais prendre un exemple, dans une nouvelle intitulée la paire refusée. Nous avons un jeune homme qui venait d'avoir son brevet d'études du premier cycle, donc son BPC, un jeune homme au nom de Berado, qui va passer les vacances chez son oncle Pasco Ngwama. Mais quand il arrive chez son oncle, au lieu de bien se comporter, il se comporte finalement en maître. Il voulait en fait régner en maître de la maison, au détriment même de ses cousins ou de ses cousines. Jusqu'au point où finalement, au lieu d'entretenir de bonnes relations avec ses cousins et ses cousines, lui va plutôt s'élancer dans une jalousie remarquable, une jalousie d'espèce primitive, au point où il va s'élancer dans des comparaisons irritantes. C'est-à-dire que chaque fois qu'il appelait sa maman, Albertine Ngwama, il disait à sa maman que les enfants de son oncle étaient mieux lotis que lui. Et donc, de ce complexe, il va finalement exiger à son oncle de lui acheter des kits scolaires vraiment, on va dire, confortables. Alors que son propre père, c'est un paysan qui ne pouvait même pas faire face à la rentrée de ses 7 enfants. Voyez-vous que Berado ici symbolise ou bien incarne même le bafouement de valeurs bantoues. Parce que là, nous avons affaire à un personnage qui ne respecte pas les aînés. Parce que Ambaya, je vous assure qu'Ambaya, un oncle, c'est toujours quelqu'un de sacré. Un oncle, c'est un chef de famille qu'il faut respecter. Qu'il soit pauvre ou riche, qu'il soit court ou élancé, c'est quelqu'un à qui on doit vénérer, on doit respecter. Mais voyez-vous que par son impolitesse, par sa jalousie vis-à-vis de ses cousins et ses cousines, et surtout par son complexe, il a refusé la paire. C'était une paire qui n'avait pas de griffes, mais lui il imposait à son oncle de lui acheter une paire couronnée Adidas. Alors qu'à cette époque-là, la paire Adidas coûtait beaucoup d'argent. Or, parce qu'en tenant compte de sa responsabilité qu'il avait vis-à-vis de ses enfants et vis-à-vis des autres neveux et des autres nièces qui n'étaient pas chez lui, mais il fallait donc simplifier, faire de telle sorte qu'il fallait acheter des kits à des prix moyens pour lui permettre de satisfaire tout le monde. Mais lui, il va imposer à son oncle de lui acheter une paire couronnée Adidas. Et ce problème-là va tirer en longueur jusqu'au point où l'oncle va finalement aller en mission. Merci Octave. Cela nous amène à une interrogation importante. Combien d'enfants comme Forcoy sombrent en silence, oubliés sous les ponts de nos villes et de nos mémoires? Et pour répondre à cette question, je dirais simplement que ces jeunes qui se retrouvent dans des prisons, dans des cellules, qui se retrouvent dans des gardes à vue, ne sont pas un bon exemple pour la société. Qu'il s'agisse de la société mbayavilloise ou de la société congolaise, en tout cas, ce ne sont pas des jeunes qu'il faut encourager. En termes de nombre, je ne peux pas dire qu'il y a 5, 6 ou 7, mais seulement ce que nous déplorons, c'est que actuellement, quand vous partez d'octobre en juin, il y a beaucoup de situations beaucoup de situations conflictuelles, des situations qui s'apparentent avec la violence dans le milieu scolaire et qui font de telle sorte que certains jeunes soient arrêtés, soit par la police ou par la gendarmerie.
Mais en tout cas, Forkoy, il est l'incarnation de la méchanceté. Et comme Forkoy est l'incarnation de la méchanceté, il faut dire que nos jeunes actuels ne devraient pas faire comme Forkoy, car il est un mauvais exemple qui n'apporte rien de concret à la société. Octave, passons à la deuxième nouvelle, où Bialos, humble agriculteur, devient victime d'une ambition mal orientée. Ce personnage illustre la perte d'identité dans une société en pleine mutation. Dès lors, on se demande comment la réussite individuelle peut-elle paradoxalement conduire à l'exclusion dans un collectif qui valorise la conformité plus que l'innovation. Cette question, voilà, se double d'une autre. En quoi l'exode rural non préparé fragilise-t-il à la fois les espoirs individuels et les équilibres des communautés d'origine? Question très pertinente. Et là, nous tombons dans la nouvelle intitulée Les attributs du dernier riche, où un jeune garçon au nom de Bialos, qui est initialement applaudi dans son village en raison de ses exploits en agriculture. Il faisait ses travaux champêtres et il était beaucoup aimé, même par son grand-père maternel, le vieux Marc Malolo. Mais Bialos va finalement se laisser être emporté par un complexe. Il était complexé de certains commerçants qui venaient acheter le safou, les avocats, les mangues de son grand-père maternel, vieux Marc Malolo, qui avait un grand verger. Comme je le disais dans le livre, un grand verger qui mettait le merveille du passé à point nommé. Alors, ce Bialos va donc délaisser, vous voyez, il va délaisser, vouloir délaisser les travaux champêtres pour désormais s'intéresser à faire un exode rural non préparé. Mais la personne qui va le conduire en ville, un certain Soum qui va le conduire en ville, va malheureusement lui proposer le deal d'ossement. Donc il va lui proposer à devenir un déterreur. Ce qui fait que quand il arrive en ville, finalement, ils vont en quelque sorte se lancer dans son initiation. Et à l'issue même de son initiation, il va perdre sa grand-mère maternelle. Et lorsqu'ils sont répartis au village pour l'enterrement de sa grand-mère maternelle, c'est là où tous les gens du village se sont mis à lui jeter tous les alibis négatifs. Alors, c'est pourtant dire quoi? Que Bialos, c'est quelqu'un qui n'a pas su s'élancer dans la résilience agricole. C'est quelqu'un qui représente aujourd'hui un danger dans la mesure où il se livre plutôt à la facilité qu'à la bataille personnelle. Et Bialos est donc en quelque sorte l'un de ces jeunes-là qu'il ne faut pas encourager dans la mesure où pour avoir opté à devenir déterreur, finalement, quand les hommes et les femmes de son village avaient deviné cela, il s'est finalement séparé en queue de poisson avec son maître Soum. Et finalement, il s'est rendu compte que en réalité, il ne deviendrait qu'un dernier riche. Et voilà pourquoi, quelque part, dans la même nouvelle, j'étais en train de dire que ce qu'on apprend, ce qu'on gagne en travaillant, dépasse toujours ce qu'on apprend dans la confusion. Ça veut dire quoi? Que lorsque, même quand on est au village, on peut partir du village pour la ville, mais pourvu que tu puisses avoir un bon projet, donc il faut préparer ton exode, il faut préparer ton déplacement du village pour la ville. Parce que lorsque tu voudrais construire ta réussite sur fond du sang des autres, finalement,
ta réussite va devenir un facteur d'exclusion parce que ça ne va pas servir d'exemple. Ça va plutôt chercher à diviser les familles, ça va plutôt chercher à poser des dégâts qui ne vont pas profiter à la famille, à la société, à ton terroir, ainsi de suite. Et voyez que lorsque quelqu'un n'a pas su préparer son exode rural, lorsqu'il va en ville, qu'est-ce qu'il devient finalement? On se rend compte que finalement, c'est ce genre de personnes qui viennent en quelque sorte booster le taux de chômage ou encore en quelque sorte élever la responsabilité peut-être du ministère des Affaires sociales. Dans le pays qui est le mien, par exemple, nous avons un ministère qu'on appelle le ministère des Affaires sociales qui est censé regarder la situation des plus démunis. Malheureusement, ce genre de personnes comme les Bialos, c'est finalement des gens qui finissent soit par devenir enfants de la rue, ou voleurs, ou koulouna, ou bébé noir. Donc Bialos est carrément un danger pour l'humanité, parce qu'au lieu de poursuivre avec les travaux champêtres, dont il était certainement expert, il s'est plutôt lancé dans un complexe fatal pour devenir un des terreurs redoutables, au motif de vouloir vite briller. Le narrateur n'a pas manqué de les condamner en nous révélant qu'il est juste un dernier riche. Octave, restons avec la nouvelle Paradis de la 713 Blanche. Cette nouvelle pose aussi la question de l'égalité des chances dans l'accès à la fonction publique. La fonction publique, d'accord? Et là, on se pose la question de savoir, la fonction publique est-elle perçue aujourd'hui comme un espace de mérite ou bien de clientélisme? Bon, là, je voudrais simplement me référer à ce qu'on appelle corruption. Corruption. Bon, la chance, oui. Je le disais toujours dans Clameur du Soleil, dans un texte intitulé, je crois, Miracle privé. Je disais que la misère est publique, mais le miracle est privé. La chance comme le mérite ne favorise que des rares élus, comme disait Dr. Ray. Bon, il faut dire que la corruption, c'est un vice, c'est un fléau, c'est un danger qu'il faut toujours combattre. À tout moment, chaque année, chaque siècle. Et dans mon pays, la corruption a toujours été combattue. Et je crois que le taux de corruption est en train de se fendre, on va dire. Voilà, ce n'est plus comme hier où bon, on avait trop de cas criards. Bon, aujourd'hui, avec l'informatisation de certaines données, on se rend bien compte que le fléau est en train d'être éradiqué. Et donc, il faut dénoncer la corruption, il faut chercher à la mettre en... On va prendre un personnage que j'ai beaucoup aimé, qui est décalé, qui est désorienté, perdu parfois, mais on l'aime bien pour ce qu'il porte comme valeur, pour ce qu'il essaie de transmettre. C'est le personnage de Zagalo. À travers le personnage de Zagalo, diplômé en philosophie, mais aussi au chômage, vous mettez en lumière le décalage entre formation académique et insertion professionnelle. Quelle place reste-t-il pour la jeunesse instruite dans une société dominée par des systèmes traditionnels et des réseaux de pouvoir? Bonne question. Bien, c'est vrai que le narrateur ne nous a pas dit si Zagalo avait obtenu sa licence dans une faculté ou dans une école de formation professionnelle. Bon, néanmoins, il faut l'appréhender comme un diplômé sans emploi. Mais comme je le disais tout à l'heure, que Zagalo a pu obtenir son emploi parce qu'il a fait preuve de modestie et fait preuve, on va dire, de compassion face à monsieur le préfet qui était en difficulté suite à sa voiture qui s'était embourbée. Mais l'inadéquation entre formation académique et insertion professionnelle, je crois que c'est aussi l'un des problèmes qui mine les sociétés et surtout les sociétés africaines qui sont encore, on va dire, qui sont encore
dans les formations, on va dire traditionnelles, parce qu'aujourd'hui, il arrive que ce qu'on a fait à l'école ne sert pas avec ce qu'on va faire dans la profession, ce qu'on va exercer comme métier. Et donc, il faut dire que face à une telle situation, il faudrait que dans nos États, dans nos sociétés, que les pouvoirs publics puissent toujours regarder comment réformer les systèmes éducatifs, comment faire doter les systèmes éducatifs d'un certain nombre de formations professionnelles qui sont en harmonie avec la demande de l'employabilité, hein, des formations qui font de telle sorte que les diplômes obtenus soient utiles pour l'entreprise, pour la société, qu'il s'agisse de la société privée ou publique. Voilà un peu ce qu'il faut dire à ce sujet. Mais sinon, comme je le disais tout à l'heure, il faut retenir que Zagallo, c'est un personnage intéressant parce qu'il ne s'accroche pas trop aux clichés du trottoir. Il est vertueux. Donc certains jeunes peuvent se servir de son exemple pour jouer la carte de persévérance, d'humilité et de sagesse. D'ailleurs, moi personnellement, je suis fan des Zagallo parce que c'est quelqu'un qui a compris qu'il ne faut pas toujours accepter gratuitement, religieusement, tout ce que les gens disent à tort et à travers. Alors dites-nous, quel message espérez-vous transmettre aux lecteurs qui referment longue vie pour rien? Ah, longue vie pour rien, voyez. Et pourtant la vie est belle. La vie est belle. On a toujours dit que la vie est belle. Mais à géométrie variable, vous remarquerez que cette même vie peut devenir longue pour rien lorsque vous avez plus de problèmes. Lorsque vous êtes voué à tous les échecs. Vous êtes voué à toutes les déceptions. Lorsque vous avez plus de fardeau que des victoires. Et donc, longue vie pour rien, ce que le lecteur doit retenir, ce que j'en appelle à l'amour du prochain, à la cohésion sociale, à la modestie, au respect du sacré, à l'obéissance, à l'humilité. Et voilà, ce sont des valeurs qui nous permettront d'évoluer. Parce que vous voyez, actuellement, même dans le milieu socio-professionnel, on parle du transfert de compétences. Mais comment un doyen peut accepter donner ou sinon mettre à la disposition d'un jeune homme des compétences qu'il a acquis pendant plusieurs années de son expérience professionnelle. Si le jeune homme en question est indiscipliné, si le jeune homme en question est orgueilleux, il est, on va dire, outrecuidant, il est imbu de lui-même. Vous voyez? Et donc, on a besoin de l'humilité, on a besoin de l'amour du prochain pour avancer. Voilà un peu ces valeurs que je mets à la disposition de mes lecteurs. Nous voilà au terme de notre interview. Octave Mouenzabokila, votre mot de la fin. Bien, mon mot de la fin, c'est que je suis très ravi, une fois de plus, d'échanger autour d'une nouvelle parution et d'être reçu par Madame Orchidée Moulengi. Merci. Et merci déjà à tous les internautes qui vont suivre cette interview. J'aimerais, pour finir, dire à mes lecteurs que j'ai publié 2 livres au premier trimestre de l'année en cours. Donc celui-ci a été publié en février 2025. Et puis j'ai un autre, L'œil du cyclone, un recueil de poèmes qui a été publié dans la même maison d'édition en mars 2025. Alors c'est pour dire aux lecteurs, aux Maya-Villois, aux Brazzavillois,
que jusqu'alors je n'ai pas encore reçu un seul exemplaire de l'œil du cyclone, mais je suis en train de m'organiser pour que peut-être au mois d'août on pourrait avoir quelques 10 exemplaires ou 15 exemplaires de l'œil du cyclone. Mais encore faut-il que je promette une présentation de ce livre que j'entends réaliser certainement au mois de juillet ou au mois d'août aussi. Au mois de juillet ou au mois d'août. Ça pourrait être à la Bibliothèque nationale, tout comme ça pourrait être à l'Institut français du Congo. Alors, merci à tous les internautes. Je vous conseille de lire Longue vie pour rien. Vous allez vous rendre compte que, comme disent les chrétiens, tout est vanité, vanité des vanités. Ça ne sert pas de se faire mal. Aimons-nous vivants, car, comme je le disais, tout ce qu'on gagne ne sera pas éternel. Tout ce qu'on perd, rien à faire. Aimons-nous vivants. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Octave Mwanza qui a bien voulu accepter notre invitation pour être l'invité de Portrait Livresque. Ce 58e numéro qui célèbre, qui met en valeur la littérature africaine et ses auteurs, ses voix qui portent notre belle et merveilleuse littérature. C'est un énième passage pour Octave Mwanza à Portrait Livresque. Les livresques. Parfois, ce sont les vies les plus oubliées qui ont le plus à dire. Je renouvelle encore mes remerciements à Octave Mwanza pour ce moment de partage, pour ce livre qui sans détour nous parle de la vie, de ses faibles, de ses failles et de ses silences, mais aussi de ses éclats de vérité. Voilà les livresques. C'est par ici que s'achève cette interview. Merci de nous avoir suivis. On se dit à la semaine prochaine avec un nouveau Portrait Livresque. Mais attention, on n'oublie pas la tradition en appliquant les gestes viraux. Likez, commentez, partagez la vidéo de peur de lui fâcher. Ciao!